Raven, tiens, à ce que je présente Marie. Donc, Marie Riebel est doctorante au laboratoire de psychologie des cognitions en première année, qui travaille sur la thérapie fondée sur la compassion pour aider par rapport à l'autostigmatisation. Je te laisse, Marie. Merci, Doha. Merci, Doha. Bonjour à tout le monde. Merci aussi donc, à Raven, donc Doha, pour avoir organisé cette superbe journée et de m'avoir conviée à y participer. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler, donc, comme Doha a pu le dire, je travaille sur une thérapie qui s'appelle la thérapie fondée sur la compassion, qui est une thérapie qui fait partie des TCC. Je suis aussi psychologue spécialisée en TCC, diplômée de Strasbourg, donc j'ai pu suivre aussi les cours des deux Aurélie pendant mon master. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment cette thérapie fondée sur la compassion pourrait être bénéfique pour réduire l'autostigmatisation qui peut être présente chez les personnes autistes. Et ça, c'est finalement, dans ma thèse, globalement, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à cette thérapie fondée sur la compassion pour réduire l'autostigmatisation, pas seulement associée à l'autisme, mais aussi pour d'autres situations, des troubles neurodéveloppementaux et des troubles psychiatriques. Donc là, aujourd'hui, je vous parle du cas particulier de l'autisme. Alors je vais aller... Voilà. Je vais aller assez vite sur les premières diapositives parce qu'on a déjà entendu beaucoup parler maintenant de tous ces éléments un petit peu, les fondements de base dont on a besoin pour comprendre la suite. Et on a aussi eu beaucoup d'exemples aujourd'hui dans les interventions et dans les témoignages que malheureusement, il y a beaucoup de stigmatisation dans notre société, puis aussi au niveau des institutions et même des professionnels de la santé envers les personnes autistes. Et donc, il y a des représentations qui peuvent véhiculer des idées fausses par rapport à l'autisme. Pour donner un exemple de cette stigmatisation en France, eh bien, il y a une étude qui montre que 20% des Français associent l'autisme à une dangerosité et à une incapacité à travailler. Donc, c'est quand même beaucoup, 20%. Et donc, tout ce processus, toute cette stigmatisation répétée et cette discrimination qu'on peut subir quand on est une personne autiste, ça peut entraîner l'autostigmatisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'autostigmatisation? Eh bien, c'est un processus de transformation de l'identité dans lequel les personnes peuvent intérioriser tous ces stéréotypes négatifs à l'égard de leur situation, de leur groupe, et les considérer comme des descriptions réelles de qui elles sont. C'est-à-dire que plutôt on s'identifie tous à certains rôles sociaux, par exemple, et plutôt que s'identifier comme à son rôle, par exemple, de mère, de père, de frère, ou à son métier ou ses loisirs, musicien, eh bien, ce diagnostic-là, cette étiquette va prendre toute la place. Et ce processus d'autostigmatisation, il est fortement associé à des niveaux de honte élevés. Donc, on a honte de ce diagnostic, on a honte de qui on est. Et cette honte, elle peut avoir des conséquences, puisqu'on a cette honte-là, on peut retarder les démarches de soins, par exemple, et ça peut avoir un impact sur la santé physique, mais aussi la santé mentale. Ça peut aussi entraîner cet isolement social, parce que quand on a honte, on a tendance à vouloir se cacher, comme on l'a vu avec le camouflage, par exemple. Et aussi, il y a cet effet « à quoi bon ». Cet effet « à quoi bon », en anglais, il l'appelle le « right try effect ». L'idée, c'est que dans ce processus d'autostigmatisation, il y a une diminution importante de l'estime de soi, puis du sentiment aussi d'efficacité personnelle, ce qui va pouvoir venir impacter le fait d'aller vers des objectifs de vie qui permettraient d'avoir une vie épanouissante. Donc, en fait, en quelque sorte, on va se dire à quoi bon essayer d'aller vers un travail qui vraiment me plairait parce que je pense que je ne suis pas capable, ou à quoi bon je pourrais essayer de rencontrer quelqu'un pour partager ma vie parce que peut-être je n'y ai pas le droit, du fait de cette intériorisation de la stigmatisation. Donc, bien évidemment, cet effet à quoi bon peut empêcher d'aller vers une vie épanouissante. Et tout ce processus-là, bien évidemment, les personnes ne sont pas responsables du fait d'intérioriser cette stigmatisation. Et bien évidemment, il est très important de pouvoir agir sur d'abord la stigmatisation qui existe dans la société, dans les institutions, chez les professionnels, pour éviter ensuite toutes ces conséquences-là. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment, une fois qu'il y a cette autostigmatisation, on peut faire pour aider les personnes qui sont dans cette autostigmatisation. Alors, donc je vais vous parler de la thérapie fondée sur la compassion. Et pourquoi? Eh bien, en fait, la thérapie fondée sur la compassion, elle permet d'améliorer la santé mentale en ciblant spécifiquement la honte et l'autocritique. L'autocritique, c'est quand on va donc se critiquer soi-même.
Et donc, ça peut avoir, comme on le disait, plein de conséquences néfastes. Alors, cette thérapie fondée sur la compassion, elle a été principalement développée au départ pour des personnes qui ont des problèmes psychologiques complexes et souvent chroniques, dominés par donc, cette honte et cette autocritique intense. Et aussi chez des personnes souvent qui avaient une histoire avec, par exemple, des traumas ou un historique de maltraitance ou en tout cas d'abus ou de harcèlement, de choses comme ça, qui vont très fortement impacter comment on peut se percevoir soi-même. L'idée aussi, c'est que finalement, pourquoi la thérapie fondée sur la compassion ? Eh bien, il peut y avoir beaucoup de menaces dans notre environnement externe, on peut subir beaucoup de menaces et finalement, notre cerveau, il va s'adapter à notre environnement. Donc, quand on est dans un environnement qui va venir nous stigmatiser, ou on va être harcelé ou être mis à l'écart, eh bien, à force, notre cerveau s'adapte à ça. Et du coup, on peut avoir tous ces processus-là, donc autostigmatisation, d'autocritique. Et par cette thérapie fondée sur la compassion, on va essayer de créer les conditions pour donc des conditions de compassion, de chaleur humaine, de bienveillance, d'encouragement, de soutien, pour que le cerveau, finalement, puisse se guérir par lui-même, on pourrait dire. On va créer les conditions. Donc, cette thérapie a été développée en fait en Angleterre par Paul Gilbert, je vous montrerai tout à l'heure en photo. Et elle est très efficace, on le sait, pour différentes conditions, différentes difficultés. Mais dans l'autisme, on n'a aucune donnée à ce sujet-là. Donc, elle est faisable, bien acceptée, efficace pour des troubles dépressifs, des troubles des conduites alimentaires, pour les troubles psychotiques également, dans plein de contextes, mais pas dans l'autisme. Pour l'instant, on n'a pas de données. Alors, cette thérapie, elle est intégrative, c'est-à-dire qu'elle va prendre l'être humain de manière globale, et elle s'inscrit dans un modèle biopsychosocial. Donc, on va apprendre comment et le biologique, et le social, et le psychologique peut impacter notre développement, et puis comment on fonctionne dans la vie de tous les jours. Donc, elle va tirer des apprentissages de la psychologie évolutionniste, ça j'en parlerai un petit peu plus tard avec donc, la théorie de l'évolution de Darwin, avec aussi l'importance de l'attachement, la théorie de l'attachement en psycho du développement, également donc, la psychologie sociale, des éléments de la psychologie bouddhiste, donc avec la pleine conscience qui est très importante, mais aussi la définition même de la compassion, et puis aussi des éléments qui viennent des connaissances en neurosciences, de l'émotion. Et donc tout ça, ça va être au cœur on va chercher en fait à améliorer la relation de la personne avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Donc pour aller un peu plus loin dans ces objectifs de cette thérapie, l'idée, ça va être de développer la capacité de la personne à pouvoir découvrir des stratégies d'apaisement qui ne vont pas causer plus de dommages sur le long terme, de développer une sensation interne de sécurité et de développer un regard empreint de compassion pour soi et puis aussi pour le monde qui l'entoure, pour les autres. Et alors ça, apprendre à changer de motivation, peut-être ça peut sembler un peu flou, je vais expliquer après qu'est-ce que c'est une motivation. Donc ça, vous allez mieux comprendre ensuite. Et du coup, là, ce que je vous présente, ça va être une étude de cas unique expérimentale. C'est un suivi que j'ai réalisé avec une personne autiste, un adulte, et on vise vraiment à voir si cette thérapie, elle est faisable, elle est bien acceptée, et aussi en termes d'efficacité, avoir des résultats préliminaires de l'efficacité de cette thérapie, puisqu'elle n'a jamais été utilisée encore dans l'autisme. Dans ce que moi j'ai pu trouver, j'ai seulement trouvé des études par rapport à cette thérapie pour les parents d'enfants autistes, donc pour des parents qui avaient beaucoup de difficultés avec la stigmatisation de la famille parce que l'enfant est autiste ou avec beaucoup de la dépression, de l'anxiété. Donc c'était pour les parents, mais pas pour les personnes autistes elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compassion ? Bien souvent, on a tous un peu notre propre idée de qu'est-ce que ça veut dire la compassion. Donc, dans cette thérapie, on utilise une définition évolutionniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la compassion, on la voit comme un système motivationnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un système motivationnel ? Eh bien, c'est l'expression du système de caregiving ou le système de donner, recevoir du soin qui a émergé de motivation ancienne. En fait, c'est quelque chose qui a émergé avec les mammifères, finalement. Parce que, comparément, par exemple, aux tortues, les tortues, pour permettre la survie de leurs petits, elles vont faire plein, des centaines de bébés tortues, et au bout des premiers jours, il y aura peut-être que 1 ou 2% qui vont survivre. Et par contre, les mammifères, par l'évolution, il y a eu un fonctionnement qui est différent, et le mammifère, il va faire moins de petits, mais il va prendre soin de ses petits, et pour prendre soin de ses petits, il a besoin de détecter les besoins, détecter la souffrance, la détresse, puis ensuite pouvoir y répondre. Et l'idée de la compassion, c'est que ce système motivationnel de la compassion, il nous vient finalement des mammifères, et donc il est ancré biologiquement en nous. Et par la thérapie, on va chercher à le développer, le renforcer, mais il est présent déjà.
Donc, pour résumer un petit peu cette définition de la compassion, voici Paul Gilbert, donc c'est le professeur et psychologue anglais qui a développé cette thérapie depuis à peu près 20 ans. Donc, la compassion, c'est la sensibilité à la souffrance en soi-même et chez les autres, accompagnée d'une motivation à agir pour la soulager et puis ensuite la prévenir. Voilà un petit peu comment on peut synthétiser tout ça. Alors, pour aller plus loin dans ce système motivationnel, l'idée, c'est que la motivation, on va la voir comme un algorithme. Donc, face à un stimulus, eh ben, on va avoir une réponse. Et deuxièmement, on voit aussi cette motivation comme une sorte de chef d'orchestre du cerveau. Donc, c'est vraiment l'organisateur du cerveau qui va venir impacter tous ces éléments que vous voyez ici sur le schéma. Et pour illustrer peut-être avec un exemple, là aujourd'hui, on pourrait dire que je suis en train de faire en ce moment quelque chose qui peut parfois être un peu difficile. Je parle devant un grand auditoire, j'ai envie de faire les choses bien. Et du coup, si là, je me mettais dans une motivation de compétition, c'est-à-dire que là, je serais focalisée sur comment vous me percevez, moi, peut-être en tant que chercheuse, en tant que psychologue. Et donc, si j'étais dans cette motivation de compétition, par exemple, de vouloir paraître comme la meilleure psychologue, comme la meilleure chercheuse, ou en tout cas comme quelqu'un de très compétente, eh peut-être que cette motivation de compétition, qui est donc focalisée sur mon statut social, mon rang, elle va pouvoir impacter tous ces éléments-là. Donc, mes pensées, ça pourrait être, oh là là, il faut absolument que je sois la meilleure aujourd'hui. Au niveau de mon corps, je pourrais être très, très crispée. En termes de mes souvenirs, je pourrais repenser à cette fois où j'avais fait un exposé, peut-être au CM2, qui s'est très mal passé, où j'ai rougi, où je tremblais. Ensuite, en termes d'attention, je pourrais regarder là tous vos yeux, voir s'il n'y a pas des sourcils qui se froncent, où il y a des jugements négatifs qui se passent dans vos têtes vis-à-vis de moi, et pas mon propos, mais vraiment moi. En termes d'émotion, bien évidemment, je pourrais être très, très stressée. Et puis, mes comportements, je pourrais être vraiment très, très focalisée sur ce que je dis, sur mon script, pour vraiment faire aucune erreur. Donc ça, ce serait la motivation de compétition. Donc, je suis très focalisée sur comment les autres vont me percevoir, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de moi. Par contre, si je me mets dans une motivation plutôt de compassion, ou en tout cas, j'ai envie de transmettre des connaissances pour aller dans un sens de la compassion, de pouvoir ensuite aider peut-être d'autres personnes, eh bien, mes pensées vont être très différentes. Mon corps aussi, peut-être, je vais être plus détendue. En termes de souvenirs, peut-être je vais repenser à un enseignant que j'ai eu un jour qui faisait des super présentations, qui était très inspirant pour moi. En termes d'attention, je réfléchis un petit peu, je réfléchis bien sûr à ce que je dis. Je regarde aussi s'il y a des sourires, voilà. Mais je suis moins focalisée sur peut-être les signaux non-verbaux négatifs de l'auditoire. En termes d'émotion, je suis quand même un peu stressée parce que c'est toujours stressant de parler devant du monde. Mais en même temps, je suis contente et enthousiaste d'être présente ici, parler de tout ça. Et puis mes comportements, je vais être un peu plus spontanée. Voilà un petit peu, ça c'est comment la motivation, le système motivationnel qu'on va activer, il peut venir impacter toutes ces sphères-là. Et vraiment, l'idée de la thérapie, ça va être d'apprendre à la personne de pouvoir identifier dans quelle motivation elle se situe et d'apprendre à switcher, à changer, à activer la motivation de compassion. Et pour activer cette motivation de compassion, on va souvent passer d'abord par le corps. Donc, on va s'entraîner à créer des ressentis de qu'est-ce que ça fait de se mettre dans ce système-là. Et je vais vous montrer ensuite comment avec l'exemple de la thérapie. Donc encore pour aller un peu plus loin, donc la compassion, souvent on a une idée de à quoi ça ressemble, mais en fait ça peut aussi être ça. Donc quand on exprime de la compassion et qu'on veut soulager par exemple une souffrance, on peut aussi se mettre en colère pour défendre des droits. Donc c'est vraiment la motivation, l'intention qui va importer. Donc l'objectif de l'étude que je vais vous montrer là, c'est donc d'évaluer la faisabilité, l'acceptabilité puis l'efficacité de cette thérapie pour réduire l'autostigmatisation associée à l'autisme à l'âge adulte. Globalement, en quoi consiste la thérapie? Donc, je vais vraiment essayer de prendre le temps de vous montrer un petit peu des exemples de chacune de ces étapes pour voir un peu à quoi ça ressemble cette thérapie fondée sur la compassion. Donc d'abord, bien évidemment, très important de construire cette relation thérapeutique de qualité pour apprendre à se faire confiance parce qu'on va parler de choses difficiles, on va parler de choses pour lesquelles la personne ressent de la honte. Donc, c'est important de créer cet environnement de confiance avant de travailler sur les choses difficiles. Il y aura aussi ensuite des éléments de psychoéducation. L'idée, c'est de comprendre finalement comprendre le fonctionnement de l'être humain, comprendre le fonctionnement des émotions, comprendre que finalement,
en fait, dans cette thérapie, on va mettre en avant les points communs. On est tous dans le même bateau, on est tous des êtres humains, on ressent tous des émotions parfois difficiles. On va vraiment mettre en avant les choses qu'on partage, même avec d'autres espèces, comme j'expliquais avec les mammifères, par exemple, plutôt que de se focaliser sur les différences qui peuvent être stigmatisantes. Donc, on est vraiment dans une approche qui se veut dépathologisante. On ne se concentre pas tellement sur des catégories diagnostiques, mais plus sur des processus. Ensuite, la troisième partie, c'est l'entraînement à l'esprit de compassion. Donc, c'est vraiment comment faire pour apprendre à activer cette motivation de compassion, comment l'entraîner, parce que aussi, comment répondre aussi aux peurs et aux résistances qu'on peut avoir face à cette compassion. Ensuite, donc, le numéro 4, c'est donc utiliser ses connaissances et ses compétences de compassion pour vraiment travailler avec les choses difficiles qu'on aimerait vraiment mettre de côté, mais qui sont importantes de travailler parce qu'elles ont un impact négatif sur la vie. Et puis enfin, préparer la suite, comment continuer de vivre avec cette compassion par la suite, et puis à la fin, après que la thérapie se soit arrêtée. Et l'idée ici de cette plante qui grandit, c'est que tout ça, on a besoin d'abord de certains ingrédients qu'on va mettre dans le sol pour avoir vraiment une bonne terre qui va pouvoir ensuite laisser place. Ensuite, on va planter des graines qui vont pouvoir progressivement pousser, germer, et puis à la fin avoir... voilà, c'est vraiment quelque chose de progressif et ces étapes, elles sont superposables. Enfin, voilà, c'est pas 3 séances-ci, 2 séances-là, c'est un peu plus compliqué dans la réalité. Alors, ici, je vais vous montrer un petit peu comment on va conceptualiser les choses avec la personne. Donc voilà, ici, c'est un exemple. Alors, j'ai omis certaines choses, j'ai changé quelques petites choses pour garder bien sûr l'anonymat, mais globalement, sur quoi on va se concentrer, ce sont d'abord les peurs. Donc, vous voyez, dans cet encadré, les peurs, on les classifie en peurs externes. Par exemple, j'ai peur d'être démasquée, les autres peuvent se moquer de moi. Et les peurs internes, je ne suis pas à ma place. Alors, une peur externe, c'est une peur par rapport à ce que je pense que les autres pourraient penser de moi, ou comment moi, je pense exister dans l'esprit des autres. Et donc, ensuite, ces peurs, on va essayer de les mettre dans le contexte, on va essayer de comprendre pourquoi peut-être elles sont arrivées, pourquoi elles se sont développées, et on peut mettre ça en lien avec de l'influence en fait, des événements historiques, de l'environnement dans lequel la personne a évolué. Et ensuite, par rapport à, si on suit la flèche après les peurs, on met en place des stratégies de protection. Ici, on ne parle pas de stratégies dysfonctionnelles comme on pourrait faire en TCC classique, parce que vraiment, c'est des stratégies que la personne met en place pour essayer de se protéger face à ses peurs, face aux difficultés, face aux dangers dont elle peut faire l'expérience. Donc ici, voilà, on peut en voir certains. Donc, par exemple, partir, rentrer chez moi, me réfugier, parce que chez moi, c'est vraiment un refuge. Et aussi cette hypervigilance de sans arrêt se demander mais comment est-ce que je devrais me déplacer? Comment est-ce que je devrais parler? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et toutes ces stratégies de protection, même si on reconnaît tout à fait leur caractère protecteur, elles peuvent avoir quand même des conséquences. Comme Aurélie disait tout à l'heure, l'épuisement psychologique, c'est une de ces conséquences-là. Et puis, en termes de conséquences vis-à-vis des autres, il y a cette impression d'avoir l'air inatteignable, d'avoir l'air, par exemple, hautain, puis se sentir isolé. Et tout ça, ça peut venir impacter ensuite la relation qu'on entretient avec soi-même, avec, voilà, je reprends ces mots, donc je suis mon propre bourreau, donc de par les exigences élevées, de par cette autocritique très intense. Alors ça, ce qui est en gris, c'était vraiment la conceptualisation qu'on fait classiquement en thérapie fondée sur la compassion, et au-dessus, on voit l'encadré jaune. J'ai voulu ajouter les forces et les ressources dans lesquelles on va pouvoir puiser pour ensuite essayer de changer ce qu'on a envie de changer dans ce qui est en dessous. Alors, dans cette phase encore de psychoéducation, on présente ce modèle à 3 cercles. C'est un modèle qui vient synthétiser des connaissances de la psychologie évolutionniste, de la théorie de l'attachement et puis des neurosciences en 3 systèmes. Donc, on simplifie 3 systèmes de régulation des émotions. Donc, on a en bleu le système des conduites, qui est centré sur la stimulation, sur la recherche de ressources. En rouge, le système qui nous permet de nous protéger, de détecter les menaces. Et en vert, le système vert, qui est celui qui va nous permettre de nous apaiser et de nous sentir en sécurité dans le lien avec les autres. Et du coup, l'apport vraiment de cette thérapie fondée sur la compassion, ça va consister à développer de manière spécifique le fonctionnement du système physiologique centré sur l'apaisement et l'affiliation, qui pourra ensuite permettre d'éprouver le bien, d'aller vers un sentiment de bien-être sans avoir besoin, par exemple, de fuir dans l'hyperactivité ou de se sentir trop menacé par le monde externe ou le monde interne. Encore un élément de psychoéducation, mais je vais passer très très vite sur celui-ci pour le temps. L'idée dans cette thérapie, on va présenter, en fait, on a un peu 2 cerveaux. On a le vieux cerveau
qui est celui qu'on partage avec les reptiles, mais aussi les mammifères. On simplifie encore les choses, qui est très rapide. Et ses motivations principales, ça va être la survie et la reproduction, mais aussi certaines motivations sociales, telles que la proximité, appartenir à un groupe, être respecté et son statut. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on partage avec donc, les animaux. On retrouve ces mêmes types de motivations, par exemple, chez les animaux, dans les troupeaux, etc. Et ensuite, on a ce cerveau moderne qui est plus récent d'un point de vue de l'évolution, il a émergé plus tard, qui est plus lent et qui nous permet toutes ces capacités fantastiques des êtres humains de pouvoir penser, de pouvoir imaginer, planifier, anticiper, etc. Et l'idée, c'est que ce cerveau compliqué, parfois, on peut se retrouver coincé dans des boucles où finalement le vieux cerveau va venir, va être très activé, par exemple avec cette motivation sociale de vouloir faire partie du groupe, qui peut entraîner une émotion de peur et un comportement de sécurité, par exemple la tétanie, quand il y a un stress important. Et en fait, il va y avoir une boucle avec le cerveau moderne qui va se poser plein de questions. On peut se retrouver coincé dans ces boucles-là. Puis après, on peut avoir une deuxième boucle, on peut avoir de la tristesse, je n'ai pas traduit, pardon, de la tristesse, et on peut se sentir ce sentiment de ne pas être à sa place. Donc voilà un petit peu, donc ça aussi on le présente, ça permet de, finalement, on utilise la pleine conscience pour apprendre à reconnaître quand on est dans ces boucles-là, pour ensuite pouvoir y répondre différemment. Enfin, en tout cas, essayer de pouvoir les observer d'abord et ensuite donner de la compassion à ces boucles. Alors, de nouveau, la conceptualisation de cas. Et l'idée ici, c'est que avec cette première partie de relations thérapeutiques et de psychoéducation, on essaie d'apporter de la compassion d'abord à cet environnement, ces influences historiques, ces événements historiques qui ont pu développer, entraîner le développement de ces peurs. On va vraiment essayer de donner de la compassion, une compréhension de compassion aux influences historiques et aux peurs. Ensuite, on va passer à la partie entraînement à l'esprit de compassion. Donc là, je vais vous donner une des manières qu'on a d'entraîner ce système motivationnel de la compassion, mais il y en a d'autres. Ça peut être les imageries de compassion progressive. Alors d'abord, on commence par un travail sur la respiration. On va respirer d'une manière spécifique, où en gros, on va ralentir progressivement les expirations. L'idée, c'est que ça permet d'activer certains systèmes physiologiques associés à ce système vert. Ensuite, on peut introduire cette image du lieu de sérénité. Donc, on peut aussi l'appeler le havre de paix, un endroit où vraiment on se sent bien, serein, à l'aise, où il n'y a pas de menace. Et dans ce lieu de sérénité, qu'on appelle parfois aussi dans d'autres thérapies le lieu sûr, il y a une petite subtilité ici, c'est qu'on va commencer à introduire petit à petit le fait l'attachement, le fait de se sentir à l'aise dans le lien à l'autre. Et par exemple, on va... quand on guide ces pratiques, on peut dire, par exemple, là, la statue qui est présente dans cette fondation d'art, voilà, cette statue, elle est vraiment heureuse de votre présence. Elle est vraiment, sincèrement, elle vous accueille ici. Donc, on essaie d'introduire cette notion de sécurité, pas forcément avec des personnes réelles, mais avec des oiseaux, des statues, pourquoi pas, des arbres, pour commencer à introduire ça et surtout encourager la personne à observer qu'est-ce que ça fait de ressentir ça, de ressentir qu'on est accueilli, qu'on est bienvenu ici. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous imaginez ça? Ensuite, il y a d'autres pratiques d'imagerie, mais là, je vais passer un petit peu vite. La couleur de compassion, l'image de l'idéal de compassion. L'idée, là, c'est de créer l'image d'un être qui peut être animal, le soleil, un arbre ou une personne imaginée, qui va incarner pour cette personne la compassion. L'idée, c'est qu'après, elle pourra y faire appel pour s'aider dans des moments un petit peu difficiles. Donc, vraiment, on utilise ces capacités du nouveau cerveau au profit de la thérapie. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'incarner ce soi compassionné. Donc, l'idée de la thérapie, c'est qu'on a plusieurs parties de soi. Donc, il y avait la partie critique, la partie, par exemple, stigmatisée. Et puis, il y a d'autres parties, la partie triste, la partie en colère. On peut explorer toutes ces parties-là par d'autres outils thérapeutiques. Et on va essayer d'y répondre avec cette partie de soi compassionnée qu'on a développée et renforcée davantage par la thérapie. Comment on peut faire ça aussi avec ce qu'on appelle le method acting, où en gros, comme un acteur qui s'entraîne à jouer un rôle pour un prochain film, on va s'entraîner, se mettre dans la peau d'un personnage, de son soi de compassion, même si au début on a du mal à y croire, on va faire comme si, en fait. Et donc vraiment, on va, et dans les pratiques à domicile qu'on peut donner, par exemple, ça peut être pendant 5 minutes chez vous, au début, on commence progressivement, marcher chez vous, comme si vous étiez cet être de compassion. Donc peut-être avec une posture un peu plus ouverte, regarder comment est-ce que vous pourriez regarder le monde si vous étiez votre idéal de compassion. On va vraiment faire comme si, petit à petit, on va un petit peu augmenter la difficulté. Alors peut-être vous allez le faire en marchant dans le parc, peut-être en allant à la boulangerie, etc. etc. Et ensuite, on va chercher à
on va utiliser tout ça pour travailler avec les choses vraiment difficiles, les peurs centrales et puis la relation à soi. Et donc, par exemple, là, on va mettre en avant ces différentes parties de soi. Par exemple, le soi stigmatisé, donc j'ai peur d'être démasquée, je n'aime pas qui je suis, je ne suis pas à ma place, avec toutes les émotions associées. On va lui donner une place, on va lui donner la parole, on va l'écouter, cette partie de soi, parce qu'elle est là pour une bonne raison. On a bien compris que peut-être à un moment donné, ça a été très protecteur d'avoir cette partie de soi qui restait à la maison plutôt que de risquer de subir des menaces du monde extérieur. Et on va ensuite y répondre par la compassion. Donc, avec cette sensibilité à la souffrance, on va valider, comprendre cette souffrance. Et en fait, on va aider la personne à pouvoir ressentir un peu de peine, à avoir un peu mal au cœur, à être touchée par sa propre souffrance. Et ensuite, à agir d'une manière qui va être aidante. Et donc, en faisant ce qui va être important pour soi. Donc, pour ça, on peut utiliser le travail des chaises. C'est un outil thérapeutique, on utilise des chaises, vraiment, on utilise l'espace pour se déplacer. Donc là, on serait par exemple soit critique, et quand la personne a des propos d'autocritique, elle va prendre cette chaise-là, elle va dire tout ce qu'elle a à dire, et puis ensuite, elle va parler peut-être à une autre partie d'elle, et ensuite changer de chaise, se mettre dans la chaise de la compassion et répondre à cette partie critique. Et puis, voilà, on va faire ce type de travail-là. Il y a aussi tout un travail autour de la lettre de compassion, notamment pour certaines personnes qui aiment beaucoup écrire, ça peut être vraiment un outil super. Et comment s'écrire une lettre de compassion à soi-même par rapport à quelque chose qu'on n'aime pas trop à propos de soi ou par rapport à une situation douloureuse. Et donc l'idée là, c'est qu'on va aussi apporter de la compassion à la relation à soi et puis aux stratégies de protection. Voilà un petit peu pour la thérapie. Alors, c'est difficile de présenter toute une thérapie en si peu de temps, mais j'espère vous avoir donné une petite idée quand même d'à quoi ça ressemble. Et en termes de résultats préliminaires, on voit que, je vais vous montrer ensuite des graphiques, que la compassion a augmenté chez cette personne et l'autostigmatisation a diminué. Donc ici, on voit en fait des mesures que cette personne, Monsieur Bleu, il a répondu de manière répétée. Et en fait, en bleu ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est la partie, c'est ce qu'on appelle la phase A dans un protocole expérimental de cas unique, où en fait, c'était la phase sans intervention. Donc avant qu'on commence à se voir et à travailler sur la thérapie activement, il répondait déjà à une mesure d'autocompassion et à une mesure d'autostigmatisation. Et donc, on voit ici que en moyenne, l'autocompassion a augmenté et l'autostigmatisation a diminué avant et pendant la thérapie. On a aussi utilisé des mesures journalières. Là, je vais vous en présenter une seule parce que je n'ai pas trop le temps. Et donc là, c'était la mesure, donc à quelle fréquence j'ai ressenti de la honte. Et on voit ici aussi qu'il semble y avoir une diminution. Donc là, c'est vraiment tous les jours, c'était de l'auto-observation. Donc c'est quelqu'un qui avait suivi la thérapie avant avec Doha et qui avait l'habitude de tous les jours prendre un moment pour s'auto-observer et un peu évaluer sur sa journée quel type d'émotion était présente. Donc on a continué avec cet outil-là parce qu'il avait déjà l'habitude et c'est quelque chose qu'il continue d'utiliser. Et on voit ici qu'il y a une diminution de la honte. Donc vraiment pour conclure, ce qu'on voit donc, par rapport à la TFC pour l'autostigmatisation dans l'autisme, on voit qu'elle est elle est faisable, parce que donc, cette personne n'a manqué aucune de nos séances. Il est aussi très impliqué dans les pratiques entre les séances. Vraiment, il pratique maintenant le rythme respiratoire tous les jours, par exemple, et d'autres pratiques d'imagerie. On voit donc en termes d'efficacité, donc il semblerait qu'il y a une diminution de l'autostigmatisation et une augmentation de l'autocompassion. Alors, c'est important de pouvoir aussi répondre aux blocages, aux résistances qu'il peut y avoir par rapport à la compassion. Et certains moyens de faire ça, c'était du coup, par exemple, d'utiliser des morceaux de musique que cette personne aime beaucoup pour aider à activer la compassion, des images, utiliser des objets aussi. Maintenant, il y a un petit objet qu'il peut avoir dans la poche et quand il marche dans la rue, de le toucher, ça peut le rappeler d'activer cette motivation de compassion. Voilà, quelques petits exemples. En termes de limites, on a besoin de données aussi après la fin de la thérapie, voir si les résultats perdurent dans le temps. Et puis là, c'était avec une seule personne, donc on aura besoin de reproduire, bien sûr, avec plus de personnes pour pouvoir vraiment voir si cette thérapie, elle pourrait aider aussi d'autres personnes dans cette situation. Mais voilà, globalement, les résultats sont plutôt prometteurs et la personne, elle semble en tout cas être plutôt très satisfaite de cette thérapie qui est encore en cours, ce n'est pas tout à fait finalisé. Mais ensuite, à la fin, on réalisera aussi un entretien pour avoir des données sur le vécu de la thérapie, pas que des données chiffrées, mais aussi des données qualitatives. Donc, je vous remercie pour toute votre attention.
si vous le souhaitez, il y a mon mail si vous avez des questions. Et aussi, je fais un peu de pub pour la chaîne YouTube du coup de l'hôpital, donc celle qui s'appelle Grémo HUS, et où en fait, on a une playlist thérapie fondée sur la compassion avec des pratiques pour s'entraîner entre les séances à la maison. Donc, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ce type de pratique, vous pouvez aller voir et essayer. Voilà. Merci déjà. Et il y a une question par rapport aux personnes qui présenteraient, enfin dans le chat, avant que, voilà, par rapport aux personnes qui présenteraient de la fantaisie, donc le fait de ne pas pouvoir imaginer des choses, Oui. et qui rejoint aussi, parce que les personnes discutent dans le chat et qui disent, ça rejoint aussi les capacités de pouvoir faire de la méditation de pleine conscience quand il faut pouvoir s'imaginer. Voilà. Est-ce que tu as une réponse? Oui, tout à fait. Eh bien, on peut utiliser d'autres choses que l'imagerie. Ça, c'est un des moyens qu'on a pour accéder, essayer d'activer ce système motivationnel de la compassion. Mais on peut aussi accéder à ça par le toucher, si c'est quelque chose qui est accessible aussi, par des odeurs, ouais, et puis ces techniques d'imagerie mentale, on peut aussi, l'idée c'est que c'est un peu comme quand on apprend un instrument, au début on a besoin vraiment de se concentrer sur la technique, quelle note on est en train de lire, et donc on est très focalisé sur la technique, mais on ne peut pas encore ressentir les choses. Et dans la thérapie, au début, parfois ça semble très superficiel, on est vraiment dans la technique, et ça va prendre du temps de l'entraînement pour commencer à ressentir quelque chose. Et tout ce qu'on va faire dans la thérapie, c'est chercher à créer des ressentis. Donc, on peut aussi utiliser, plutôt que l'imagerie, par exemple, un travail sur les postures, un travail sur la tonalité de la voix, expliquer que le cerveau, en fait, il est bien plus sensible à la manière dont les choses sont dites, à la prosodie, plutôt que vraiment aux mots. Et du coup, on va travailler sur des choses comme ça. Comment se parler différemment, par exemple. Voilà, j'espère que ça peut répondre un petit peu à la question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, déjà? Quand on en a parlé toutes les deux tout à l'heure, tu m'as expliqué que c'était aussi une thérapie qui passait vachement par le corps, les ressentis corporels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, dans les questions, par exemple, que le thérapeute va poser, avant de demander à quoi vous pensez, on va toujours commencer déjà à qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Et vraiment, cette thérapie, on va chercher à créer des sensations, des ressentis, de se sentir en sécurité. Et au départ, ça peut sembler complètement impossible pour les personnes de se sentir en sécurité, ce qui est sont en mode de survie parfois. Et donc, on va chercher petit à petit à créer ces ressentis-là. Donc, un travail avec les postures, comme je disais tout à l'heure, et vraiment s'intéresser à observer ces sensations, beaucoup plus que ce qu'on fait parfois. Et aussi par le mouvement également. Comment est-ce que je vais bouger si je me sens en sécurité plutôt que si j'ai peur. Donc, on va vraiment essayer d'entraîner ce corps-là à bouger de cette manière-là, même si au début, on n'y croit pas trop, mais petit à petit, ça va venir en fait, avec l'entraînement. Voilà. Et puis, avec le travail des chaises aussi, on va visualiser dans l'espace et bouger dans différentes parties de soi. Et ça permet aussi d'incarner le soi compassionné, par exemple, et d'incarner la tristesse, donc de donner de la place aux sensations à chaque fois. C'est ça. En fait, on cherche à activer ce système motivationnel par le corps, oui, plutôt que par les pensées, parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais souvent, quand on cherche, pour les personnes qui ont ce sentiment de honte ou cette autocritique, quand on fait de la thérapie cognitive classique, on va chercher à modifier les pensées qu'on aura identifiées comme dysfonctionnelles en créant des pensées alternatives. Et on a des personnes qui peuvent être très, très fortes, expertes à générer plein de pensées alternatives, mais en fait, ça ne va pas avoir d'impact parce qu'elles n'y croient pas. Et du coup, en passant par le corps, on va chercher à créer une congruence entre ces pensées alternatives et puis, mais on passe par le corps avant les pensées, en fait. Voilà. Alors déjà, merci à vous deux pour ces présentations qui étaient super intéressantes. J'ai une double question pour toi, Marie. Premièrement, je voulais savoir si on sait si le fait de travailler sur l'autocompassion, est-ce que avoir une meilleure autocompassion s'accompagne d'une meilleure compassion envers autrui? Oui, alors je vais répondre à cette question. En fait, je ne l'ai pas précisé ici, mais dans cette thérapie, on ne va pas seulement cibler l'autocompassion. En fait, on travaille la compassion dans les trois sens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a donner de la compassion aux autres, apprendre à recevoir la compassion des autres, et puis ensuite se donner à soi la compassion. Et en fait, on travaille les trois. En fait, quand on active ce système motivationnel, on va s'entraîner à aller dans les trois sens. Et bien souvent, ce qui est difficile, c'est aussi recevoir la compassion. On a l'impression qu'on n'a pas le droit ou qu'on ne mérite pas. Donc, il y a un gros travail aussi qui se fait là-dessus. Oui. Merci. Et du coup, la deuxième question, je voulais savoir s'il y avait certaines références bibliographiques
que tu pouvais nous conseiller? Oui, alors des références pour quoi exactement? Quel objectif, dis-moi, parce que... De façon générale sur Ok. cette approche Oui. que je découvre. D'accord. Alors, l'article de référence que je vous conseillerais, ce serait l'article qui s'appelle « Introduction à la thérapie fondée sur la compassion ». Donc, c'est en anglais, mais c'est de Gilbert 2009. Donc là, vraiment, il présente le modèle, d'où il vient et à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est vraiment l'article d'introduction, thérapie fondée sur la compassion. Sinon, l'article précepte, je dirais le premier, qui est intéressant aussi, où vraiment tous les outils, toutes les stratégies thérapeutiques sont très bien expliquées. C'est Gilbert et Procter, Procter, pardon, 2006. Ça, c'est pas mal. Et sinon, en termes de livres, moi, je recommanderais CFT, Made Simple. C'est donc la CFT rendue facile, ou pour les nuls, qui est vraiment très, très bien écrit et très simple à comprendre. Donc, et c'est Russell Coates, Kolts. Voilà.